Qui c'est qui a changé? Bonjour, bienvenue dans ce webinaire pour l'appel à projet HyperOpenX, du lancement de l'Open Call HyperOpenX. Nous allons vous proposer une présentation en 4 temps. Donc, une première où vous présenterez un peu la genèse d'HyperOpenX avec Jean-Paul Smet, le chef de file du consortium qui représente Nexidi. Après, on présentera les briques technologiques qui vous sont proposées par les membres du consortium sur lesquels vous pourrez travailler et les intégrer dans le cadre de l'Open Call. Et après, on finira par les modalités pratiques de l'appel à projet. Voilà. Et je précise juste avant de passer la parole à Jean-Paul que je vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions de l'interface utilisateur. Je vous réécrirai et on fera des pauses régulières s'il y a des questions sur les briques, etc. Puis après sur l'appel à projet. Voilà, Jean-Paul, je te laisse commencer. Là, c'est bon, n'est-ce pas? C'est bon. Donc, HyperOpenX, c'est un projet de R&D collaborative qui a déjà produit un ensemble de technologies de cloud libre et reproductibles qui permettent déjà à n'importe qui de monter son cloud. Et ça a déjà été fait dans plus de 10 pays avec plus de 200 points en fait, de déploiement. Et c'est normal parce qu'en fait, le cloud a été largement inventé en Europe, soit par Mark Burgess dans les années 90, soit par Fabrice Bellard. Et on trouve donc en Europe toutes les technologies pour créer un cloud avec des technologies européennes. C'est pour ça qu'il y a plus de 200 entreprises en Europe qui produisent des briques de cloud. Et les membres d'HyperOpenX sont en fait une petite partie de ces entreprises qui a produit un grand nombre de technologies de cloud européennes libres. Aujourd'hui, l'État français ça a un petit peu changé, mais a eu tendance à favoriser les technologies américaines. Donc, le Health Data est un très bon exemple, alors que tout existait en Europe pour déployer pour beaucoup moins cher et plus vite un data hub qui aurait bénéficié aux patients beaucoup plus tôt. Il a choisi de redévelopper un truc compliqué sur la base des technologies de Microsoft Azure. Et on s'attend apparemment à ce que aujourd'hui on passe de Microsoft Azure à Microsoft hébergé par Bleu ou Google hébergé par Thales. Donc cette idée de favoriser les technologies US, ça a un peu disparu, mais pas autant que ça. Parce qu'en fait, que ce soit dans les entreprises d'État ou dans les agences d'État, les technologies de cloud ou les clouds restent pour la plupart conçues sur la base de technologies américaines. Mais ce n'est pas le cas d'HyperOpenX. Et dans HyperOpenX, en fait, on a plusieurs ruptures technologiques. On a des technologies d'orchestration. Le projet est par exemple capable de combiner l'orchestration d'OpenSVC de SnapOS avec de très beaux résultats. OpenSVC, c'est utilisé dans les banques françaises. SnapOS, c'est par exemple utilisé chez Airbus ou chez Toyota. Le cloud fully open, c'est le cloud tout est libre, le logiciel, le matériel et les processus d'exploitation. Désolé pour le vent, je suis place à Sulpice. Et enfin, le chiffrement en mémoire, où les développeurs, par exemple, de Xen, parmi les principaux développeurs, l'un d'entre eux se trouve dans le projet HyperOpenX. Donc, je vais vous présenter quelques-unes des briques à travers des exemples. Chacun des partenaires qui apportent des briques au projet va les présenter. Et l'idée, c'est que ces briques, si vous les intégrez dans un projet, et d'autant plus que ce projet sera libre avec des logiciels libres, vous pourrez bénéficier d'une subvention très intéressante et rare. C'est la première fois que ça se fait dans un projet collaboratif. Je vais donner des exemples. Donc, la première brique, c'est SnapOS. SnapOS, c'est en fait un système qui permet d'automatiser le déploiement, un peu comme un plateforme as a service, sur une vingtaine de clouds, ou en edge, ou en local sur vos serveurs, et d'intégrer l'ensemble de ce déploiement sous une forme complètement automatisée qui va du build du logiciel jusqu'au test de bout en bout des fonctions. Le meilleur exemple que nous avons eu dans le précédent call s'appelle NetFrame. NetFrame aujourd'hui est un espace de travail collaboratif, donc une version existe en Edge, une version existe en Cloud, et l'ensemble des versions est déployé et développé de façon uniforme et automatisée par SnapOS sur du Edge, mais aussi sur une vingtaine de clouds. Ça donne ainsi à NetFrame une capacité
on va dire, de projection mondiale instantanée qu'ils n'avaient pas avant et que des technologies comme Kubernetes qu'ils avaient essayé ne leur avaient pas permis d'atteindre. Donc en fait, on va dire SnapOS, c'est comme Kubernetes 5 ans avant, mais ça en fait 4 fois plus, de façon 10 fois plus simple. Donc ça a beaucoup fait gagner à NetFrame. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est RapidCDN. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un CDN comme Akamai que vous pouvez intégrer dans votre offre, sauf que, contrairement à Akamai, c'est libre et ça n'appartient pas à une entité américaine soumise au Foreign Intelligence Surveillance Act. Donc RapidCDN est utile pour toute personne qui a des besoins finalement de diffusion de contenu dans le monde entier. Un des utilisateurs et un des cas d'usage les plus intéressants a été Atem, qui fabrique des compresseurs vidéo et qui a combiné son CDN vidéo avec RapidCDN pour étendre la diffusion de ses vidéos jusqu'en Chine à travers le Great Firewall. La dernière technologie s'appelle Vendelin. Il faut voir ça comme un équivalent de Palantir en libre avec un système d'automatisation de l'hébergement sur le cloud. Donc, tous les gens qui ont, par exemple, des données agricoles ou des données d'éoliennes, des données de machines-outils à collecter, traiter pour produire automatiquement des modèles, bénéficieront en fait de Vendelin un peu comme un moteur pour faire du big data, de l'IA, du machine learning sous une forme reproductible et automatisée. Certains pourront comparer ça à l'usage des lambda, d'autres à Palantir, d'autres à Splunk, mais c'est en fait un service intégré d'ingénierie d'IA et de traitement des données sous forme de cloud, déployable également en Edge avec l'intégralité du code source et un fonctionnement sur une vingtaine de clouds. Donc voilà les 3 briques que j'ai à présenter et je pense qu'on peut passer aux briques suivantes. La brique OpenSVC que je vais présenter maintenant est très simple. En fait, c'est un clusterware, cluster haute disponibilité, qui est très moderne, dont toutes les fonctionnalités sont ouvertes par API, qui est très simple et très léger par rapport à ces alternatives. C'est un seul binaire maintenant en Golang, dans sa version moderne, sa version 3. C'est un produit monobinaire avec une API moderne REST et qui apporte toute la richesse d'un produit de haute disponibilité, c'est-à-dire des bascules de stack applicative qui sont étendues maintenant de nos jours aux micro-containers. Donc on peut intégrer en plus des ressources IP, des ressources applicatives, des lanceurs applicatifs, des file systems, des logical volumes, toutes ces ressources techniques que les clusterware traditionnels savaient basculer. On vient y rajouter par-dessus la partie containerisation, containers de type KVM, containers de type Docker ou Podman. Et sans compromis sur les fonctionnalités qu'on retrouvait dans les clusterware traditionnels, c'est-à-dire le vote par un arbitrateur sur troisième site et une richesse particulièrement poussée en matière de canaux de communication hyper redondants, où OpenSVC va permettre de communiquer entre ces nœuds par des canaux de type unicast, multicast, des réseaux de stockage via des disques ou des relais sur troisième site de communication. Voilà. Donc là, disponibilité, c'est OpenSVC. Tout simplement. Attends, Christophe, on devait passer par Biscuit avant. Donc, tu as fini ta présentation sur OpenSVC ? D'accord. Sarah, je te laisse prendre la main pour tout ce qui est Clever Crew. Je vais remettre dans le bon endroit. Oui, du coup, mon collègue Yannick Guerne est connecté, donc il fera la présentation de Biscuit. C'est lui qui est en charge au sein de Clever de cette brique techno. Du coup, je te laisse prendre la parole, Yannick. Oui. Merci. Il n'est pas le son, par contre. Attendez. Vous m'entendez là? Oui. Oui, très bien. Parfait. Alors, attendez. Hop. Partager. Hop. 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 Vous voyez l'écran? Mais il y avait une présentation. Oh, yeah. Ok. Ouais. Ouais, j'ai été prévenu assez allons-y. tardivement. Donc. Bref, du coup, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est Biscuit. Donc, rapidement, Biscuit, c'est un produit qui a été initié à Clever Cloud,
qui fait maintenant partie de la fondation Eclipse, qui est entièrement open source. On peut le rapprocher des tokens JWT. Il permet une authentification décentralisée, ainsi qu'un mécanisme d'atténuation des droits offline. Il est multilangage, donc il est disponible en Rust, en Haskell, en Wasm. Donc ça, c'est le full support. Et ensuite, on va avoir le Python et le Node qui vont utiliser le Wasm pour servir de base. Et finalement, on va avoir d'autres langages, le Java, le Scala et le Golang, qui vont être des réimplémentations complètes, mais qui ne se basent pas sur le modèle de référence. Donc, il peut y avoir des disparités sur le support de ces différents langages. Donc, l'usage basique d'un biscuit, c'est un utilisateur veut se connecter et s'identifier sur un serveur. Du coup, il va filer le biscuit au serveur qui va venir l'authentifier. Donc, soit ça va être une réponse OK, soit une réponse KO. La différence, c'est qu'on a la possibilité de venir séparer la génération de ce biscuit. Donc, un utilisateur va venir s'identifier sur un serveur d'identification. Grâce à une clé privée, on va venir générer le token cryptographique appelé le biscuit. Et cet utilisateur va pouvoir utiliser ce biscuit sur un serveur de ressources qui va utiliser cette fois-ci la clé publique associée à la clé privée pour venir vérifier ce biscuit. Donc, pour utiliser biscuit, vous allez avoir besoin d'une paire de clés cryptographiques. Donc, il y a tout un tas de commandes via la CLI qui va permettre de pouvoir utiliser biscuit. Donc, la première, ça va être la key pair qui va venir générer une paire de clés. Donc, on va avoir la clé privée et la clé publique. Pour des raisons de facilité, je les ai mis dans des fichiers. À partir de là, il faut générer le contenu du token cryptographique. Donc, pour ça, on utilise un langage appelé le datalog qui va permettre de définir des faits et des droits à l'intérieur du token. Donc ici, par exemple, je m'identifie en tant que l'utilisateur Toto. Et à partir de là, on va utiliser la clé privée de biscuit pour venir générer notre biscuit. L'intérieur du biscuit, ça va être cette chaîne incompréhensible de caractères qui va être en fait ce que vous allez vouloir transmettre au serveur quand vous allez vouloir vous authentifier. Lorsque vous inspectez l'intérieur d'un biscuit, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle un bloc d'autorité. Donc, le bloc d'autorité, c'est les informations qui ont été certifiées d'avoir été créées par la private key. Et en plus, vous allez avoir ce qu'on appelle un ID de révocation qui va vous permettre de pouvoir justement révoquer le biscuit si, par exemple, il y a un problème de sécurité. Lorsque l'on vient inspecter le biscuit, on voit qu'il y a deux items, public key check skipped et datalog check skipped. Ça veut dire que le biscuit qu'on est en train de regarder, on voit son contenu, mais on ne s'assure pas de qui l'a créé et est-ce qu'il est valide. Pour venir valider un biscuit, on va venir utiliser la public key associée à la private key pour venir vérifier les choses. Et du coup, ça va venir nous valider le premier item dans notre truc, qui est la public key. Si on veut en plus vérifier le contenu du biscuit, on va avoir besoin d'écrire un second groupe de datalog qu'on va appeler l'authorizer. Et de temps, on va venir faire une vérification. Donc ici, ça va être mon check if user toto. Et donc, on va venir utiliser, en plus de la public key qui est ici, on va venir utiliser le datalog de l'authorizer pour venir vérifier qu'est-ce qu'il y a dans le biscuit. Et donc là, comme on a le user qui correspond bien à Toto, on va avoir notre deuxième bloc qui va venir se valider. Donc ici, on a la certitude que le bloc a bien été créé par une identité qui est connue, puisque la seule manière d'avoir une public key correspondant à une private key, c'est que l'utilisateur, enfin l'entité possède bien la private key. Et on peut aussi vérifier que les informations qui sont à l'intérieur du token sont bien celles que l'on attend.
Si, par exemple, l'authorizer attendait autre chose, donc par exemple l'utilisateur Tata, ben en fait, on va avoir tout le système qui va venir définir que le match qu'on voulait vérifier, donc ici le user Tata, n'est pas validé. Donc l'authentification échoue. Je vous ai parlé en intro qu'il y avait la possibilité d'atténuer les droits. Oui, d'atténuer les droits. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un troisième morceau de Datalog que j'ai appelé atténuation, où on va venir faire une vérification que le service qui va utiliser le token est bien le service authentification. Pour cela, on va utiliser une troisième commande qui va venir utiliser ce bloc d'atténuation à l'intérieur du biscuit que l'on a déjà avec notre user Toto. Et donc ça va provoquer un nouveau biscuit qui va être un biscuit atténué. Lorsque l'on inspecte le biscuit atténué, on voit qu'on a toujours l'autorité qui est au-dessus, mais on a gagné un autre bloc qui est le bloc qui possède la vérification d'atténuation. Si on vient vérifier le biscuit avec le même authorizer que tout à l'heure, donc il y avait juste le check if user Toto, sur le biscuit qui a été atténué, on voit que le check if service authentification va venir échouer l'authentification. Et donc ça veut dire que ce biscuit-là ne peut plus être utilisé pour n'importe quel service. Il faut que l'authorizer décrive explicitement le fait que le service est authentification, et c'est ce qu'il va faire ici. Dans ce nouveau authorizer avec service, il va venir définir un autre fait qui va être le service authentification. À partir de ce moment-là, la vérification va réussir. Yannick, je pense qu'on a fait nos 5 minutes sur Biscuit. Je finis vite fait. D'accord. Pour éviter qu'un biscuit atténué ne vienne créer des problèmes de sécurité, donc si par exemple un utilisateur vient définir qu'il est admin alors qu'il n'est pas admin, donc là on a notre biscuit avec les deux blocs. Si on vient essayer de valider ce biscuit avec notre authorizer qui vérifie que l'utilisateur est bien admin, ben en fait, on va avoir une erreur d'authentification parce que les faits qui sont définis dans un bloc ne sont jamais crus. Pour cela, il y a un autre mécanisme, mais apparemment, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer, donc je m'arrête là. Merci beaucoup, Yannick. Alexandre, je crois que mon collègue Florentin Dubois est là. En fait, il me dit qu'il est connecté. Je ne sais pas si tu peux le monter sur scène ou alors je fais la... On l'invite. Normalement, il a reçu l'invitation. D'accord. Bah, du coup, je lui dis... Ah bah, il est là. Parfait. C'est bon. Vous m'entendez du coup? Oui, Très on bien. t'entend. Bienvenue. Okay. Bah, merci. Désolé pour le retard, je n'avais pas trouvé le lien, je m'attendais pas à recevoir un mail à 13h. Du coup, du coup, mon but c'est de présenter Sozu. Sozu, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un reverse proxy en Rust qui est disponible sur GitHub, sur l'organisation sozu-proxy/Sozu. Il a été créé historiquement par Clever pour les besoins d'infrastructures immutables, parce qu'à l'époque, il faut voir que maintenant il a 8 ou 10 ans, je ne sais plus. C'était un moment où HAProxy gérait assez mal les reloads de configuration, et en fait on perdait des connexions à ce moment-là, où on avait des connexions interrompues, et donc le but était de fournir un reverse proxy dont conceptuellement il fonctionnait différemment qu'HAProxy sur tout ce qui est reload et autres, c'est-à-dire qu'au lieu de venir créer une nouvelle instance de lui-même avec la nouvelle configuration, il vient justement mettre à jour sa configuration à chaud. Le but étant justement d'être toujours up et disponible. Donc lié à ça, du coup, est venu le mécanisme d'upgrade, sur la même manière. Donc il vient s'auto-forker dans la nouvelle version et ensuite passer tous les files des scripteurs et autres pour garder les connexions actives et éviter d'en perdre.
Et pour faire simple, globalement, l'idée de Sozu est juste là. Là où on est différent par rapport à ce que vous pouvez connaître sur les autres types d'HAProxy, de load balancer comme HAProxy, ce qui nous différencie, c'est qu'à l'époque, on était parti sur un langage qui était assez nouveau, qui s'appelait Rust, pour justement ses attraits à tout ce qui est mémoire, Security Safety, le bureau checker, pour ceux qui connaissent. L'idée, c'était Je crois qu'on de peut passer partir la sur... slide suivante. Juste, voilà, pardon. Oui, je sais pas, j'ai pas eu les slides. Du coup, l'idée, c'était vraiment d'aller partir sur quelque chose où euh, on évite d'aller réécrire un load balancer en réutilisant, enfin, en étant susceptible d'être lié au même CVE que peut avoir d'autres personnes, d'autres load balancers, comme ceux qui peuvent être écrits en C++ aujourd'hui, même s'il y a énormément de tooling qui est fait autour. L'idée, c'était pas de repartir sur quelque chose de connu, sinon il n'y avait pas gros intérêt à aller faire ça. Voilà. Donc aujourd'hui, Sozu est capable de faire du HTTP 1, il est capable de faire HTTP 2 via un mécanisme qui est très proche de ce qui est fait aujourd'hui dans HAProxy, qui s'appelle HTX. Nous, on a une réécriture complètement Rust qui s'appelle Kawa. Donc l'idée, c'est de pouvoir arriver en HTTP 2 et vers un backend HTTP 2, ou en HTTP 2 vers un backend HTTP 1, ou en HTTP 1 vers un backend HTTP 2 ou HTTP 1. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais on est capable de faire toute la matrice. Voilà, donc après, je vous ai présenté les principales fonctionnalités du reverse proxy. Je crois qu'il y a sachant une que tout est écrit dernière en Rust pour le coup. Alexandre, je ne sais pas si tu veux passer la 3e slide sur Sozu. Bien sûr. Voilà. En gros, je pense que c'est ce que vient de dénoncer Florentin, mais voilà. L'idée là, c'était éventuellement de dire quel type de produit ça peut remplacer et quelle complémentarité avec d'autres briques, s'il n'y a rien à dire. Nous, on l'utilise beaucoup en load balancer L4 et L7, sachant qu'il est capable de... En fait, vu qu'il analyse complètement les payloads HTTP, en fait, il peut servir aussi comme load balancer de rupture protocolaire dans le cadre de tout ce qui est ISO, Security Cloud et autres. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus de plus? Voilà, donc c'est les principaux cas d'usage, du coup. Donc on le demande sur TCP et HTTP. Très bien, merci beaucoup, Florentin. Merci, Florentin. Alors, je vous propose de passer aux dernières briques qu'on vous propose sur les 7 qu'on met à disposition. Donc, je vous propose de parler de Repman. Stéphane, s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors Repman, nous, on est un orchestrateur de bases de données, essentiellement orienté autour de MySQL et MariaDB. Donc un orchestrateur à la base qui était pour les personnes qui cherchent de la très haute disponibilité et du load balancing. Tu peux augmenter ton son, Stéphane, tu penses? Oui, est-ce que c'est meilleur comme ça? Un peu mieux, ouais, vas-y. Oui, donc l'idée, c'est que nous, on s'oriente vers des gens qui cherchent de la très haute disponibilité à travers la réplication logique de la réplication de MySQL MariaDB. Donc, on se sert de cette réplication pour basculer les flux et puis faire du round-robin sur les flux, etc. C'était l'idée de base du produit de départ. Et puis maintenant, on est vraiment une solution d'orchestration, de maintenance, donc de DBA, d'assistant DBA. Donc, on sait gérer les backups et streamer dans le cloud, gérer la maintenance de la base de données, l'optimize, toutes ces choses-là. Ce qui vous permet vraiment de vous délaisser de toutes ces tâches qui sont autour de la base de données, c'est-à-dire collecter les logs, analyser les logs, tout ça centralisé et ouvert à travers une API JWT qui est même pilotable par IA aujourd'hui. Donc on peut vraiment faire des choses très complexes, et par exemple en cas de souci, à faire une post-analyse de ce qui s'est passé, mais collecter toutes les logs de sécurité, les logs de fonctionnement de la base de données. On se retrouve avec une brique où on a quelque chose de centralisé. Donc aujourd'hui, ce modèle, il est bien sûr disponible en open source sur GitHub, en mode on-premise, c'est-à-dire que vous installez le produit chez vous.
Mais comme on sait faire la configuration des bases de données aussi, on peut s'en servir pour faire du déploiement dans des orchestrateurs type Kubernetes ou OpenSVC qui fait partie des précédentes briques qu'on vous a présentées. Et donc, on est capable de publier en un clic une base de données avec de l'abstraction, c'est-à-dire des proxys, HAProxy, proxy SQL, qui fait l'abstraction de où est-ce qu'on va écrire dans la base de données. Et puis, faire donc des déploiements complets de clusters sur ce type d'orchestrateur physique, alors que nous, on est plutôt un orchestrateur logique. Donc, le modèle qu'on essaye de viser dans le monde du cloud, c'est un peu le modèle d'Amazon RDS. Donc, c'est-à-dire que vous ne voulez pas gérer la complexité du déploiement d'une base de données, d'avoir un DBA à plein temps chez vous. À ce moment-là, avec Replication Manager, c'est extrêmement plus simple. Et donc, la plupart de nos utilisateurs sont dans le bancaire, l'accès aux disponibilités des sites web, type en France, des sites du Figaro, par exemple, Météo Consult, ces choses-là. Voilà, donc, on vous attend pour un déploiement éventuel de ces briques-là chez vous. Eh bien, merci beaucoup, Stéphane. Oui, alors on vous parlait de... Alors, on va vous présenter un petit peu les modalités pratiques qui vous permettront de déployer, d'intégrer une ou deux de ces 7 briques dans le cadre de l'appel à projet auquel on vous propose de candidater. Donc là, je vais juste vous rappeler 2-3 grands principes si vous souhaitez candidater à cet appel à projet. Donc, il faudra présenter une assiette de dépenses totale supérieure à 125 000 €. Il faut être une PME ou start-up immatriculée en France, tout en sachant qu'il n'y a pas forcément de secteur privilégié, secteur d'activité privilégié. Nous, on propose de financer, dans le cadre de cet appel à projet, jusqu'à 10 projets à hauteur de 100 000 € par projet, dans la limite de 80% des dépenses éligibles. Donc, en gros, ça veut dire, voilà, si vous présentez un budget supérieur à 125 000 €, vous aurez 100 000 € d'aide. Projet individuel uniquement. La durée des projets qu'on vous propose, ça sera 9 mois pour réaliser l'intégration d'une ou deux des 7 briques qu'on vient de vous présenter. Alors, quelques grands principes, si vous souhaitez candidater. L'objectif de cet appel à projet, c'est bien entendu de favoriser la dissémination et l'adoption au sein de l'écosystème français des briques cloud open source ou Edge qu'on vient de vous présenter. Et pour ça, on souhaite, si possible, dans la mesure du possible, s'appuyer sur des porteurs qui disposent d'une expérience préalable avérée dans le domaine du logiciel libre et qui s'engagent à publier les résultats du projet en open source afin de maximiser ce potentiel de dissémination. On vous demande d'utiliser au moins une et au maximum 2 des 7 briques qui viennent de vous être présentées. On vous demande, au travers de l'intégration de cette brique, de nous justifier que cela vous permet de lever un verrou technologique concret via l'intégration via ces briques. Ça peut être, vous pouvez traiter différents verrous, hein. Performance, automatisation, scalabilité, souveraineté, résilience, etc. Vous devez démontrer une capacité à travailler avec des technologies open source et contribuer à leur diffusion. Comme je l'ai dit, hein, c'est un critère très important pour nous. Que ce soit en les intégrant dans un produit ou un service qui dispose d'un bon potentiel de diffusion, ou bien en repartageant et contribuant à la communauté du logiciel libre en reversant vos résultats. Je vais vous parler un petit peu des dépenses éligibles et du taux d'aide. Pour un petit peu, voilà. Donc, vous pouvez financer, bien entendu, et ça sera le gros de vos propositions, du salaire. Donc, on prend en compte classiquement, comme tous les projets France 2030, du salaire chargé, hein, du personnel du projet non environné. On vous propose des frais connexes, comme on peut trouver dans les projets RDI, donc 20% de la masse salariale proposée. On fait, vous pouvez faire de la sous-traitance. Par contre, le coût de sous-traitance, il est capé, hein, 20% du coût total du projet. Et vous pouvez faire, si besoin, de la refacturation interne. Et là, pour le coup, c'est capé aussi. On vous demande, et c'est valable pour les entreprises qui disposent d'un même sirène, bien entendu. Et on vous demande un montant inférieur à 30% de la masse salariale présentée dans les sections
salaire et charges pour la refacturation interne. Donc, taux d'aide, comme je vous l'ai dit, 80% des dépenses éligibles dans la limite de 100 000 € par projet. Donc, retenez que si vous présentez une assiette éligible supérieure à 125 000 €, vous avez les 100 000 €. Le régime de l'aide, je vous invite à l'avoir bien en tête, parce qu'il y a des plafonds. C'est le régime de minimis, tout en sachant que vous, en tant qu'entreprise, vous avez droit jusqu'à 300 000 € d'aide publique pour une même entreprise unique. Donc, par entreprise unique, ça peut intégrer plusieurs entreprises qui ont des liens capitalistiques entre elles. Donc, il faudra regarder. Et vous avez le droit jusqu'à 300 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Versement de l'aide. Alors, ce qu'on vous propose, c'est 30% du montant de l'aide octroyée sous forme d'avance à la signature du contrat avec Cap Digital et 70% versé au solde du projet. Et on rappelle que principe d'incitativité sur les appels à projets, nous, on pourra prendre en compte que les dépenses, on les considère éligibles, qu'à condition que le projet proposé n'ait pas débuté avant le dépôt complet du dossier de candidature en réponse à l'AP. Donc, on ne prendra en compte que les dépenses après cette date. Le dossier de candidature, donc on va vous demander différents éléments, de nous transmettre différents éléments pour avoir un dossier complet et qu'il soit considéré comme éligible. Donc, le formulaire de candidature, ça c'est plus des informations sur le porteur et ses coordonnées. On vous demande de nous formuler le projet détaillé, donc ce que vous voulez faire, qui est articulé en 4 parties, qu'on vous demande de faire au moins en 10 pages, 12 pages maximum. Voilà. Donc, une partie présentation du porteur de projet, une partie où vous nous présenterez votre ambition technologique, aussi les ambitions et retombées du projet, donc avec notamment les retombées socio-économiques et potentiel de dissémination, et tout ce qui est le plan de travail. Après, il y a d'autres pièces à nous fournir, comme le budget prévisionnel, bien entendu. Une grille d'impact, parce qu'on travaille sur des financements en France 2030, puisqu'on opère Cap Digital pour le compte de BPI. Et puis après, plein de documents administratifs comme déclaration de demande d'aide, déclaration de santé financière, attestation de minimi, extrait CABIS, attestation de vigilance sur SOF de moins de 3 mois, pareil, de régularité fiscale et la dernière laisse fiscale. Toujours, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions si vous avez des questions sur les modalités pratiques. Et je vais passer la parole à Claire qui va vous représenter, préciser certains éléments sur les conditions de l'appel à projet. Merci. Je pense que là, vous m'entendez bien. Oui, très bien. Donc, concernant les critères de sélection, c'est des informations que vous allez retrouver sur le site de l'appel à projet, dans le cahier des charges notamment. Donc, vous allez être évalué en fait sur différents points, donc notamment sur l'aspect technique du projet, donc le degré d'innovation du projet, la pertinence et la maturité, sur l'impact socio-économique, donc le potentiel en termes d'adoption et de dissémination. Vous allez également être évalué donc, sur les retombées socio-économiques du projet. Et il y aura aussi un aspect donc, sur l'évaluation du porteur, donc la qualité du plan d'action, cohérence de la proposition, réalisme du plan d'action opérationnel détaillé, et sur la qualité de l'équipe, donc les compétences, qualité technique de l'équipe proposée pour la réalisation du projet, et la démonstration donc, d'une expérience préalable avérée dans le domaine du logiciel libre, et d'un engagement donc, à publier les résultats du projet en open source. Par rapport au calendrier du coup prévisionnel et le processus de sélection, donc l'appel à projet est ouvert donc, depuis aujourd'hui. Vous aurez donc jusqu'au 30 avril à 23h59 donc, pour soumettre vos candidatures. Ensuite, il y aura une période donc, d'analyse des dossiers et sélection des lauréats donc, entre le 2 mai et le 13 juillet. Puis une période de contractualisation avec les lauréats, et puis une phase de réalisation opérationnelle des projets à partir du coup de mi-septembre jusqu'au donc 30 avril, parce que comme l'a dit Alexandre, on va être sur des projets donc, de 9 mois, avec donc un versement de l'avance de 30% donc, à la compte, et un versement du solde de 70% à la fin du projet. Concernant les ressources, donc vous allez retrouver toutes les ressources nécessaires, donc
les annexes et le dossier de candidature qu'Alexandre vous a présenté sur le site de l'appel à projet HyperOpenX. Vous allez également retrouver le lien de la plateforme de dépôt, là qui sera bientôt en ligne. Vous allez également retrouver les slides de présentation qui vous ont été présentés aujourd'hui du webinaire, un replay et une FAQ. Comme l'a dit Alexandre, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans l'onglet questions. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez également nous contacter à l'adresse aap.hyperopenix@capdigital.com. Et à chaque fois, on alimentera la FAQ au fur et à mesure avec vos questions et les réponses qui seront apportées. Donc, en bref, pour conclure sur cette présentation, cet appel à projet HyperOpenX, c'est l'accès à des technologies de pointe variées, mises à disposition des 7 briques technologiques open source qui vous ont été présentées, apportant un panel varié de services cloud. Un soutien financier, 1 million d'euros pour aider jusqu'à 10 PME et startups françaises à utiliser et à intégrer une ou 2 briques dans leur activité. Et enfin, un appui technologique, une assistante technique apportée par les membres du consortium HyperOpenX pour aider à l'intégration des briques. Un accompagnement personnalisé pour chaque brique via la mise à disposition de temps homme et de canaux de communication dédiés à l'assistance.